Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda Hornet 900 de 2002. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, encore un test d'une machine super rare grâce à l'un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire quasi 4 heures de route pour me ramener cette machine. Merci encore à lui. Je pense que si vous suivez un peu l'actualité moto, le nom Hornet, vous le connaissez. Actuellement, il y a une machine qui s'appelle Hornet et précédemment, Hornet, c'était toute une gamme chez Honda. Donc c'était des roadsters en 4 cylindres en ligne, des roadsters sport à l'époque. La plus connue était bien sûr la 600 Hornet, qui est sortie fin des années 90. Mais il y avait aussi sa grande sœur que je vous présente aujourd'hui, la Hornet 900. Bon, au niveau du style, hein, les 600 et les 900 à l'époque étaient vraiment très proches. Je dirais même que la ressemblance est quasi au niveau de jumeaux. Maintenant, ce design pourrait presque être considéré comme un peu néo-rétro, car on retrouve une machine avec finalement un style relativement classique, pas extrême, avec un gros phare rond et ce moteur 4 cylindres qui est quand même très mis en avant, il est très visible. Donc bien sûr, cette version 900 se distingue de sa petite sœur la 600 par son moteur. Donc là où la petite avait un 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, au début à carburateur, qui développait 96 chevaux, eh bien vous pouviez avoir cette 900 qui elle avait elle aussi un 4 cylindres en ligne à refroidissement liquide, sauf que ce moteur est à injection et il développe 110 chevaux. Donc finalement, hein, quand on voit la différence de puissance entre la 600 et la 900, on pourrait se dire mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la 900? Et je pense que finalement cette réflexion, c'est ce qui a fait l'échec de cette 900. Elle n'était pas assez performante sur la fiche technique pour justifier un prix supplémentaire. Par contre, si on va un peu plus loin sur la fiche technique, on s'aperçoit que la grosse différence entre la 600 et la 900, au-delà de la puissance, c'est vraiment le couple. Là où sur la 600, le couple maximum est très haut perché, je crois qu'il est à 9 ou 10 000 tours. Là, sur cette 900, c'est à bien plus bas régime. Je crois que, si je me souviens bien, qu'on a le couple maximum à peine 6 000 tours. Aujourd'hui, la machine que je vous présente est encore quasiment d'origine et franchement sur les Hornet 900 c'est extrêmement rare. Déjà ces machines n'ont pas eu beaucoup de succès, donc maintenant c'est assez difficile à trouver d'occasion, mais alors une d'origine c'est vraiment très compliqué. Là les seules modifications présentes sur cette machine sont déjà au niveau de l'échappement. Ça pour le coup, l'échappement d'origine sur ces machines c'est extrêmement rare à trouver. On retrouve sur cette machine des silencieux qui reprennent le même emplacement que d'origine, mais ont un petit peu plus petit. Et l'autre modification, ce sont les rétros. D'origine, normalement, on a des rétros ronds. Là, ça a été remplacé par des rétros d'une autre Honda, mais un petit peu plus rectangulaire et chromé, ce qui finalement va très bien avec le style de cette machine. Bon, sinon, en termes de prise en main, cette machine n'est absolument pas surprenante. Si vous connaissez la Hornet 600 de la même époque, la 900 c'est globalement la même chose. La machine ne paraît pas vraiment plus grosse, ni esthétiquement, ni quand on monte dessus. La selle est un petit peu large, mais finalement on est quand même bien assis. On arrive bien à plaquer ses jambes sur le réservoir. C'est assez facile à prendre en main. Le guidon par contre, si on compare au standard actuel, je le trouve un petit peu petit, c'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il soit 2-3 cm plus long de chaque côté pour avoir un meilleur bras de levier, mais sinon ça reste quand même assez manœuvrable. Vous voyez d'ailleurs que le guidon est chromé comme pas mal de petites pièces hein, sur cette moto. D'ailleurs la position sur la machine n'est vraiment pas trop basculée sur l'avant, on est assez droit, ce qui permet de prendre les infos même dans les angles morts sans lâcher le guidon. Finalement, cette Hornet a une position très cool, hein, c'est pas du tout la position radicale qu'on a maintenant sur des machines
considérés comme des roadsters sport ou des street fighter. Là, c'est vraiment une position de roadster classique. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, les rétros ne sont pas d'origine. Néanmoins, ceux-ci permettent de bien prendre les infos. On a une bonne visibilité sur ce qu'il y a derrière nous. Et ils ne sont pas ni trop sur l'extérieur, ni trop proches. Donc on les a un petit peu dans notre champ de vision quand on regarde devant. Bon, jusque là, vous voyez que j'évolue en agglomération. Et l'échappement, bien qu'il ne soit pas d'origine, est avec des chicanes. Et il ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. En restant à bas régime, j'entends presque plus le bruit de l'air que le bruit de l'échappement. Ici je sors de l'agglomération, on va accélérer un bon coup. Ouais, c'est efficace, hein. Finalement, le comportement de cette machine est assez surprenant, car quand on parle de Hornet, on pense tout de suite aux 600 qui ont des moteurs extrêmement criards et qui prennent énormément de tours. Là, j'ai un sentiment qui s'approcherait plus d'un, comment dire, d'un équivalent en plus grosse cylindrée, mais on n'a pas non plus les performances dingues qu'on peut avoir sur des machines récentes. Enfin, c'est finalement, c'est très performant, mais c'est pas, comment dire, un comportement hyper sport. C'est assez surprenant. Bon, ici, je vais vérifier comment ça se passe à bas régime. Donc là, petit virage à très basse vitesse. Je suis à peine à 1200 tours. La machine se manœuvre très bien. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Son poids tout plein fait, c'est 215 ou 220 kg. Et sur cette machine, les pneus sont d'une taille tout à fait standard. Hein, c'est du 17 pouces, 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Les amis, comme d'habitude, on va utiliser cette route afin de vérifier l'accélération de ce modèle. Donc on est sur une machine un peu à l'ancienne, donc il y a zéro aide, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'ABS, il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a vraiment rien du tout. Je rappelle que ce moteur est donné pour 110 chevaux, mais vu que la machine était vendue en France, elle est bridée à 106 chevaux, la limite légale à l'époque. Et clairement, personne ne va dépenser 4 ou 500 € en débridage pour gagner 4 chevaux. Donc elle est encore conforme à ce qu'il y avait en vente à l'époque, donc à 106 chevaux. Allez, c'est parti, voyons comment se comporte cette machine. Let's go! Vous le voyez, c'est efficace, mais ce qui m'a surpris, c'est que finalement, alors que c'est un 4 cylindres, il monte pas tant que ça dans les tours, et on arrive à 100 en fond de première, mais vraiment à la limite de la zone rouge, hein. Alors que d'habitude, sur ce genre de motorisation, on arrive à dépasser très largement les 100 km/h en première. Une fois de plus, c'est super efficace, mais c'est pas brutal, hein. Je m'attendais à quelque chose de bien plus énervé, surtout quand on écoute la réputation qu'a cette machine. Maintenant, je vais faire un petit demi-tour, comme d'habitude. Vous voyez que du haut de mon 1m70, je touche les deux côtés, mais je peux pas mettre les pieds à plat, parce que le réservoir est trop large, comme souvent avec les 4 cylindres de cette époque. Allez, petit demi-tour, je braque à fond. Je reste droit et oui, ça passe. Je n'ai pas besoin de remanœuvrer. On va recommencer l'accélération et ensuite tester le freinage. Allez, c'est parti. Maintenant, je ralentis. Frein arrière, ça freine pas trop mal. Et le frein avant, lui aussi, est finalement assez efficace. Alors bien sûr, on est très loin de la sensation dingue qu'on peut avoir sur des machines récentes, mais ça reste très efficace. Il faut savoir que sur cette machine, la plupart comment dire, des pièces ont été refaites, le freinage a été refait, la suspension a été refaite, tout est en parfait état, elle sort de révision.
Donc au niveau du matériel, vous avez pu voir que à l'avant et à l'arrière aussi d'ailleurs, hein, c'est des étriers de chez Nissin et ça fonctionne très bien. En termes de ressenti, au freinage, c'est une fois de plus assez bon, à savoir qu'en plus le levier à l'avant, vous voyez, il est réglable. Donc pour le frein, bien sûr, concernant l'embrayage, lui, le levier est fixe. Quand on roule à faible vitesse, le frein arrière, il est vraiment efficace. On n'a pas vraiment besoin de toucher au frein avant. Ça, c'est une caractéristique que j'apprécie. Alors, dans ce rond-point, ça se penche tellement facilement. Je ne sais pas si c'est ces pneus qui donnent cette sensation, mais c'est vraiment super facile. Finalement, j'ai pas l'impression d'être sur une 900. C'est plutôt efficace, mais d'un côté ça me manque un peu ce comportement criard à ultra haut régime que pouvaient avoir les 600. Là on sent que c'est moins sur le fun, c'est plus sur l'efficacité, c'est moins exubérant. Concernant les commodos, sur cette machine, c'est vraiment du classique. À gauche, tout ce qui gère l'éclairage, on a aussi le klaxon. À droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton qui permet d'allumer les feux, vu qu'à l'époque c'était pas encore automatisé. Le compteur est lui aussi presque vintage. On a deux gros cadrans cerclés de chrome, un pour la vitesse, l'autre pour le contour. Et dans celui où il y a le contour, il y a aussi une petite jauge pour la température du liquide de refroidissement. À gauche, j'oubliais, on a un petit écran à cristaux liquides monochrome qui nous indique le totalisateur et le trip. On n'a pas d'autres infos. Donc sur cette machine, il n'y a pas de jauge de carburant, on a juste un voyant de réserve lorsqu'on arrive en fond de réservoir. Et vous pouvez voir aussi sur le côté de la machine une petite particularité. Je vous ai dit que la machine était alimentée par injection, mais on a quand même une petite tirette de starter. Au début des années 2000, c'était fréquent de voir des motos qui n'avaient pas encore le starter automatique. Donc je suis de nouveau en agglomération, je vais en profiter pour tester la souplesse du moteur. Donc je me colle en 6e, donc là je suis en 6e à 30 km/h, à 1000 tours, et ça bronche pas. Et si je veux réaccélérer, ça repart direct. Pas de bruit bizarre, pas de vibration suspecte. Donc comme souvent avec les 4 cylindres en ligne, c'est vraiment hyper souple. Et je reprécise que une souplesse pareille, ça permet de jamais se retrouver à deux doigts de caler parce qu'on ne serait pas sur le bon rapport. Et ça permet aussi de cruiser en consommant très peu. Alors sinon la boîte de vitesse, c'est une boîte 6 rapports et elle fonctionne parfaitement bien. Je dirais que c'est habituel chez Honda. Ce qui est vraiment surprenant pour moi, c'est le comportement de la machine, même à faible vitesse comme ça. Je sens pas vraiment le poids, je me demande si c'est les pneus qui donnent cette sensation. Elle est très vive, j'aime beaucoup. Allez, je vais faire un petit test de reprise. Donc là je suis en côte à 60, j'accélère fort, j'étais à 3000 tours. Donc vous voyez que ça reprend très bien, et ça sans monter haut dans les tours. De nouveau c'est super efficace, mais c'est pas sensationnel, c'est une machine très surprenante pour moi à ce niveau. Maintenant, petit dodane, je suis à 30 km/h. Alors actuellement les suspensions sont assez fermes. À l'avant vous pouvez voir qu'on a une fourche classique, elle n'est pas inversée. Le propriétaire me disait que l'un des précédents propriétaires avait changé les ressorts à l'intérieur de la fourche avant, car d'origine c'était vraiment trop mou. Là il semblerait donc que ça a été configuré pour être un petit peu plus ferme, et de mon point de vue pour l'instant il n'y a aucun problème. À l'arrière on a un mono amortisseur, celui-ci d'ailleurs est un amortisseur avec une bonbonne séparée, et il est réglable uniquement en précharge. On passe maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Alors, le moteur est performant, il n'y a rien à dire. Le freinage plutôt rassurant. Et surtout,
Cette machine, elle incite vraiment à se pencher, à prendre de l'angle, elle est très très vive. Et de nouveau, vous voyez que en roulant même un petit peu fort, on n'a vraiment jamais la nécessité de monter très très haut dans les tours. Il y a du couple en permanence, et sur les mi-régimes, ça marche vraiment très très bien. Allez, ici on réaccélère. Je le redis, hein, ce qui est vraiment surprenant pour moi avec cette machine, vu qu'elle a exactement le même look hein, que la 600, c'est que finalement, on a l'impression d'être sur la même moto, mais juste avec un moteur différent. C'est vraiment, comment dire, on retrouve la facilité de prise en main, la vivacité, mais par contre, ouais, bah, le moteur, c'est beaucoup moins criard. Ça s'utilise complètement différemment. Hein. Et je le redis, hein, je peux comprendre que certains préfèrent la 600 à la 900. Parce que la 900, elle est efficace, mais vraiment pas exubérante. Finalement, ce moteur me rappelle beaucoup la CB1000F, qui elle aussi était très efficace, performante, mais absolument pas, comment dire, délirante. Car il faut l'avouer, hein, quand on est avec un Hornet, il y a une bonne partie du plaisir, c'est justement d'essayer de cravacher ce moteur à très haut régime. Là, bah, c'est juste pas possible. On va passer maintenant sur l'autoroute. Alors il y a un camion qui nous ralentit un peu. Allez, je m'insère. Bon, je le redis, hein, ce moteur il y avait de couple à mi-régime, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Par contre, comme avec tous les roadsters, il n'y a vraiment aucune protection. Là, je suis à 120 et j'entends plus rien. J'entends plus l'échappement, j'entends plus le moteur. Il y a uniquement le bruit de l'air qui me vrille les tympans. Je vais essayer de faire un test de reprise. Donc là, je suis en 6 à 4600 tours. J'accélère à fond. Franchement, ça marche très bien. Ça marche même trop bien. Et on se retrouve finalement bien au-delà des vitesses qu'on pourrait croire, car contrairement à la 600, bah, le moteur fait pas beaucoup de bruit. On est à plus bas régime, donc finalement on s'aperçoit moins de notre vitesse. Bon allez, sortons de l'autoroute. Ce genre de roadster, c'est vraiment pas adapté. La protection est inexistante. Comme j'ai déjà dit, cette machine a un look qu'on peut considérer comme vintage maintenant. Donc, eh bien, on a bien sûr de l'éclairage, mais intégralement à ampoule. À l'avant, un gros phare rond avec une ampoule halogène. Les clignotants devant et derrière sont ceux d'origine. Vous voyez qu'ils sont orange, assez gros. Et à l'arrière, pareil, on a un feu tout à fait classique. Bon, de nouveau, hein, je suis dans un trafic qui est relativement dense. Et finalement, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point cette machine est agréable à bas régime, quand on veut rouler cool. Quand on parle d'un Hornet, on s'attend pas du tout à ça. Hornet, ça sous-entend tout de suite machine au sport, un peu, on va dire radicale, surtout pour le fun. Et finalement, bah, je le redis, pour moi, elle s'approche beaucoup plus de la CB1000F que de la Hornet 600. Et je dirais même que d'un côté, le fait que cette machine soit relativement sage, ça peut se comprendre et ça peut expliquer le comportement des machines actuelles qui remplaceraient celle-ci. Actuellement, chez Honda, on a la CB1000R, qui elle fait maintenant 150 chevaux, mais qui a aussi un comportement plutôt sage. Et bah, finalement, il y a vraiment une filiation entre cette Hornet 900 et la nouvelle CB1000R. Allez, une dernière accélération.
Ouais, ça confirme bien tout ce que j'ai dit concernant cette Hornet 900. On a pour moi des performances qui sont globalement assez similaires à ce que vous auriez avec la 600. Vous n'allez pas aller vraiment plus vite avec cette 900. Par contre, vous faites tout en accélérant beaucoup moins. Le moteur tournera tout le temps à plus bas régime. Mais mis à part cette différence, sinon c'est un peu similaire. Hein. Et je le redis, hein, pour moi la force quand même de cette 900, c'est bien qu'elle ait un moteur et une partie cycle un peu plus lourde, c'est pas plus compliqué à utiliser que la 600. Hein. De toute façon, à l'époque, les Honda, même les plus lourdes, étaient relativement faciles, vu que au-dessus de cette 900, il y avait aussi la X11 ou X11, qui était donc un roadster avec un moteur de 1100 cm3, encore plus lourd, mais tout aussi facile. Maintenant, parlons un petit peu des aspects pratiques de cette machine. Donc, vous pouvez démonter la selle. C'est une selle monobloc, hein, elle sert aussi bien pour le pilote que pour le passager. En dessous de celle-ci, normalement, vous avez juste un petit set d'outillage. Et vous voyez que l'agencement des rangements en dessous fait que c'est assez difficilement logeable. On ne peut pas mettre grand-chose sous la selle, c'est un peu dommage. Si vous souhaitez rouler avec un passager, la selle s'y prête sans difficulté. Vous voyez qu'il y a une grosse poignée de maintien à l'arrière. Au niveau de la consommation, contrairement à ce que certaines fiches techniques peuvent bien annoncer sur internet, on est uniquement environ à 6 litres au 100, peut-être 7 litres si vous roulez vraiment comme un sauvage. Mais faut pas se fier aux fiches techniques qui annoncent à 9-10 litres au 100. Ça n'a aucun sens, car même sa grande sœur, la X11, qui a encore plus de cylindrée et bien plus de puissance, ne consomme pas 10-11 litres au 100. Hein. Le propriétaire me disait d'ailleurs qu'avec ce réservoir de 19 litres, il faisait 300 km sans le moindre problème. Donc finalement, que retenir de cette Hornet 900? Je dirais que si vous aimez le look des Hornets de première génération, et si vous voulez plus de couple, si vous n'êtes pas adepte des moteurs justement qui montent très haut dans les tours, cette 900 est globalement faite pour vous. A l'inverse, si vous préférez les moteurs qui hurlent, vous allez largement préférer la 600. À l'époque, cette 900 c'est assez mal vendu car elle était quand même beaucoup plus chère que la 600, et sur la fiche technique, il n'y avait pas suffisamment de chevaux en plus pour attirer la clientèle. Donc maintenant, sur le marché de l'occasion, cette 900 c'est une rareté. C'est d'autant plus rare si vous en trouvez une encore d'origine, avec les échappements d'origine. Un modèle en parfait état, ça se négocie, je dirais, entre 3 et 5 000 balles, tout dépend du kilométrage et de l'état. Donc les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Hornet 900. Si vous avez des questions ou des remarques concernant ce modèle, eh bien l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine d'avoir fait vraiment pas mal de route pour me la ramener. Je suis toujours aussi surpris que les gens soient prêts à venir d'aussi loin. Et je vous remercie encore d'ailleurs tous ceux et celles qui m'ont prêté des machines et ceux et celles qui le feront à l'avenir. Je rappelle que sur ma chaîne, l'intégralité des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, que vous aimeriez me voir tester en vidéo, je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, paix à tous et à la prochaine! Finalement, cette Hornet 900 n'a absolument pas le comportement extrême, violent, ou difficile ou piégeux que certains ont bien voulu lui donner à l'époque. Je comprends d'ailleurs pas cette rumeur. Moi, je la trouve plutôt efficace, relativement sage et très facile finalement.